plus grande maladie des Européens, c'est de se croire libérés des religions. On est libéré des religions si on se libère des modes de vie imposés par ces religions. Et je suis désolé, mais la plupart des athées croient qu'ils sont libérés des religions parce qu'ils ne vont pas à l'église, à la mosquée ou à la synagogue. Mais ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est que vous viviez, élevez les enfants, faites l'amour, vous nourrissez de la manière dont les religions vous l'ont apprise. Et ainsi, pour finir, la plupart des athées vivent de manière tout à fait religieuse. Parce qu'en fait, ils sont tellement imprégnés de tout cet enseignement qu'ils croient que c'est naturel. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que chaque petite injonction des religions, chaque petit ordre de vie des religions, a toujours le même effet en fait. Un, dépersonnalisation, plus savoir qui on est, ce qui amène à la peur, à la souffrance, ce qui amène au fait de toujours rechercher à l'extérieur de nous-mêmes ce dont on a besoin, c'est-à-dire un groupe, une autorité, un mouvement. Et vous verrez aussi que dans cette culture, on nous a déjà programmé, par exemple, à la destruction de la nature. La Bible dit qu'il faut soumettre à la nature, il faut la dominer. Comme par hasard, c'est exactement ce qu'on fait avec les produits chimiques, même si on sait que les effets sont de plus en plus catastrophiques. Même pour les gens athées, il est très important de comprendre en quoi tous ces modes de vie nous font souffrir. Car beaucoup de gens, ils cherchent les causes de leur souffrance, ils croient que c'est parce qu'ils ont un mauvais partenaire, ils croient que c'est parce que, je ne sais pas moi, ils ont d'une autre vie, ils ont des maladies psychologiques ou des problèmes à guérir. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qui est à remettre en question, c'est tout simplement ce concept et toute cette éducation religieuse. Et c'est pour ça qu'on va y aller point par point. Et après ça, vous serez beaucoup plus facile pour élever vos enfants, vous aurez beaucoup plus facile dans votre vie amoureuse, vous aurez beaucoup plus facile dans votre vie intérieure, parce que vous arriverez à mettre les choses beaucoup plus à leur place. La conscience a besoin de connaissances pour s'éveiller. Et si on n'a pas cette connaissance-là, non, on a très très peu conscience vraiment de ce qui se passe sur la Terre, et on reste avec une vision complètement limitée. Et ce qui est passionnant, c'est de comprendre comment fonctionne la vie, comment on fonctionne, pour pouvoir être le plus libre possible. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait par automatisme, parce que tout le monde le fait, et c'est quelque chose, encore une fois, qui amène à beaucoup de souffrance. Et le but de cette analyse, en fait, c'est de discerner ce qu'on veut changer, pour faire un rêve commun. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à faire un rêve commun, comment voulez-vous que cette nouvelle humanité naisse? C'est pas possible. Justement, quand on s'intéresse à comment les choses se créent, d'abord les choses naissent d'un rêve, dans la pensée. Et ensuite, plusieurs personnes regroupent ce rêve. Et alors, le rêve, justement, s'il est en harmonie avec les lois de la vie, alors il peut aider par ces énergies prodigieuses. Mais le gros problème de la quasi-totalité des mouvements alternatifs sur Terre, c'est que si, d'un coup de baguette magique, ils se retrouvaient au pouvoir, il ne saurait pas quoi changer. Alors le point numéro 1, justement, c'est la famille nucléaire. À savoir que pour la plupart des gens, il est tout à fait naturel d'élever les enfants, un papa, une maman. Sachez qu'en fait, on peut dire qu'un des grands secrets des religions, c'est qu'avant les religions judéo-chrétiennes, les 3 religions du livre, il existait partout sur la planète un autre type de religion. Et plutôt, je dirais, un autre type de culture. Et cette culture, j'aime l'appeler maintenant la culture donc de la fertilité. Et vous allez voir que cette culture de la fertilité est en tout point à l'extrême opposé de la culture judéo-chrétienne, qui est pour finir une culture perverse. Les psychologues savent maintenant que les premières années de la vie, il est très très important qu'un enfant ait de l'attention tout le temps. Contrairement à ce que nous disait l'ancienne culture, en se disant, non, c'est bien, il faut laisser pleurer l'enfant tout seul dans sa chambre et ça va le rendre fort, autonome. Pas du tout. C'est tout à fait compréhensible. Tant que l'enfant n'a pas vraiment atteint l'âge de raison, si on le laisse seul, tout d'un coup, il est là, il croit qu'on l'abandonne et que ça va être pour toujours. Et c'est absolument traumatisant. C'est absolument traumatisant parce que déjà, il faut, en même temps que je parle de ce pilier, parler de la naissance. En fait, dans la naissance, si vous voulez, il y a quelque chose qui est tout à fait propre à notre culture, c'est d'arracher l'enfant au bras de sa mère dès qu'il est né. Et c'est quelque chose de tout à fait catastrophique. Et à lui seul, ce petit geste est peut-être la cause de plus de souffrance dans l'humanité. Ceci est très très bien
raconté dans un livre que je conseillerais vraiment à tout le monde, le concept du continuum, ou à la recherche du bonheur perdu. Et en fait, pour bien comprendre le principe, il suffit de se mettre à la place de l'enfant. Imagine que tu es dans le ventre de sa mère, de ta maman, et tout d'un coup, waouh, on sort, quoi. Alors déjà, le toboggan et tout, ça doit être vraiment la folie, quoi. Et tout d'un coup, on se retrouve à l'extérieur. C'est quelque chose, c'est un événement, c'est peut-être un des événements les plus importants de toute notre existence. Tout d'un coup, réaliser, attends, je ne faisais qu'un avec maman, et puis là, je suis dehors. Eh bien non, les anciennes cultures et de plus en plus de thérapeutes et de personnes qui s'intéressent à l'accouchement préconisent non, de laisser l'enfant sur le corps de la maman, de laisser le cordon ombilical le plus longtemps possible. Si vous retirez l'enfant trop vite du corps de la maman, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme il est habitué à ne faire qu'un, il va commencer à se chercher à l'extérieur. Et puis il va avoir aussi un problème d'autorité. Qu'est-ce que c'est que cette personne? En général un homme ou un médecin ou une doctoresse qui va déjà prendre l'enfant. Ensuite, l'enfant va se chercher partout. Mais surtout, ça va lui casser ce lien que dans ce livre on appelle le continuum. Moi, j'aimerais l'appeler peut-être le lien âme-esprit ou le lien avec notre conscience. En tout cas, notre lien intérieur. Et ce lien est la chose la plus importante. Et ce lien, c'est parce que les Occidentaux l'ont perdu, qui détruisent la planète et le monde de leurs enfants, alors que pour finir, ils aiment leurs enfants, évidemment. Au contraire, dans une société idéale, il faudrait laisser l'enfant sur le ventre de la maman le plus longtemps possible, et comme dans beaucoup de comme en Afrique ou en Asie, garder le contact avec l'enfant le plus possible, l'emmener partout. Vous voyez, vous avez cette image des femmes africaines ou asiatiques ou en Amérique du Sud qui portent le bébé devant ou derrière, emballé dans un grand tissu. L'enfant, il aime ça, il adore, il a envie d'apprendre plein de choses, il est intégré, au lieu de le laisser tout seul dans son berceau froid. Même chose de mettre un enfant trop tôt à la crèche. Si ça plaît à l'enfant, pas de problème. C'est pour ça que je parle de ces deux points en même temps, parce qu'en fait, la famille nucléaire, un papa et une maman, ce n'est pas suffisant pour donner de l'attention à un enfant. Parce qu'un enfant, jusqu'à l'âge de raison, il a besoin d'avoir de l'attention 24 heures sur 24. L'idéal, même un enfant, il a envie, par exemple, de continuer à dormir avec ses parents, il faut qu'il continue à dormir avec ses parents. Donc je récapitule, ce lien, il est important de le préserver à la naissance pour laisser l'enfant le plus proche du corps de sa mère, si possible en contact. Et ensuite, il faut entretenir ce lien en gardant l'enfant près de nous la plupart du temps, et ensuite de lui fournir un environnement social où il va pouvoir avoir de l'attention quand il le veut. Petit à petit, l'enfant va se détacher du corps de sa mère et va être très heureux d'aller découvrir le monde. Et l'idéal, c'est qu'il ait plusieurs référents papa et plusieurs référents maman. Bien sûr, papa et maman resteront papa-maman, mais du coup, l'enfant va pouvoir se rendre compte qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour lui donner de l'attention, ça va lui donner confiance, et très important, les parents vont avoir du temps pour s'occuper d'eux, pour continuer à se développer et pour faire d'autres choses. Ce point est très important parce que n'oubliez pas que les religions sont des outils pour dominer le peuple. Et une des manières pour être sûr que le peuple ne se révolte pas, effectivement, c'est de lui rendre la tâche la plus difficile avec les enfants, de manière à ce qu'ils doivent tout le temps s'occuper d'eux. Par exemple, une solution, ça peut être de vivre en communauté ou bien dans un groupe avec, par exemple, plusieurs familles. Minimum, par exemple, 2 familles. Et alors, effectivement, les enfants peuvent avoir tout le temps de l'attention et surtout, les parents peuvent avoir de l'espace. Je dis surtout parce que je crois qu'élever des enfants à 2, c'est pas évident. Et souvent, les gens, après, ils sont à bout et c'est très important aussi pour l'enfant que les parents puissent avoir leur propre espace, pour ne pas être coincé tout le temps dans le rôle de papa ou de maman. Une autre raison pour laquelle la famille nucléaire, un papa et une maman, n'est pas assez rassurante et ne suffit pas à l'enfant, c'est que ce n'est pas quelque chose de solide. On le voit bien, après quelques années, le papa et la maman, ils ont envie d'un autre corps. Et si les gens sont complètement coincés dans ce concept d'exclusivité dans le couple qui vient des religions, il y a plein de couples qui vont se quitter tout simplement parce qu'ils ont envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est les enfants qui trinquent. Et c'est là où, en fait, souvent les gens y croient que toutes ces théories sont contre la famille. Pas du tout. Elles sont pour la famille, en pensant vraiment à l'intérêt de chacun.
Et ce qui compte, c'est que l'enfant puisse vraiment avoir une structure stable. L'idéal, personnellement, je crois que ça serait de revenir à ce qu'il y avait avant dans ces cultures fertiles, à savoir, entre guillemets, des maisons de naissance. C'est-à-dire des endroits, des maisons familiales, où effectivement les enfants naissent, les enfants grandissent, les personnes âgées vivent, et tous ceux qui ont envie d'être là viennent aussi. Et puis un deuxième lieu qui sont les temples, les grandes universités, où on peut apprendre tout ce qu'on veut, où on peut avoir une nourriture de qualité, on peut dormir, on peut vivre aussi de la sexualité, effectivement. Quelque chose qu'il y avait dans cette culture de très important avant, c'est que dans les temples, on pouvait être initié à la sexualité sacrée grâce à des prostituées sacrées, hommes et femmes, qui vous enseignaient justement à faire l'amour en allant chercher l'énergie dedans. Le gros problème de la famille nucléaire, c'est que comme papa et maman ne sont pas disponibles tout le temps, surtout dans la famille moderne, où quelque part l'image idyllique, c'est les gens qui travaillent toute la journée et puis qui voient leurs enfants 2-3 heures le soir, eh bien, c'est qu'on est là, papa, maman, c'est notre grand amour, surtout qu'on n'en a qu'un, et on a tendance à se surattacher, et ça va créer des problèmes dans notre vie amoureuse et même amicale plus tard, parce qu'on va avoir tendance à étouffer les gens qu'on aime, mais ça peut aussi avoir d'autres répercussions. Par exemple, tout simplement la peur d'aimer. Du genre, oh papa, oh maman, vous étiez les grands amours de ma vie, et puis maman, vous m'avez trahi, vous n'étiez plus là. Beaucoup de gens ont ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment peur d'aimer, et du coup, ils ne vont pas vraiment aller vers les gens qu'ils aiment trop, mais plutôt vers les gens qui nous sécurisent. Et vous allez voir, on va développer beaucoup ce point, beaucoup de gens sont accros à l'amour-sécurité, alors qu'il y a deux grands types d'amour. Il y a l'amour sécurité et puis il y a l'amour évolutif. Alors de temps en temps, ok, on a besoin un peu de sécurité, c'est bien de faire des phases, mais l'idée c'est d'évoluer, c'est ça le but de la vie, surtout à notre époque maintenant où quelque part il faut absolument que l'être humain fasse des bonds dans ses évolutions, sinon ça va être la destruction totale. À la fois, pas de panique, on est tous immortels. Le problème aussi de la famille nucléaire, c'est que pour finir, comme papa et maman nous manquent, et bien du coup, quand on va passer du temps avec eux, on va être en fusion. On va vouloir cette fusion. Ah, j'ai pas beaucoup papa, j'ai pas beaucoup maman, on se serre très fort dans les bras. Alors, attention, je dis pas que c'est pas génial, je dis pas que c'est pas extraordinaire, que ça n'a pas des facettes fantastiques. Mais oui, c'est sûr que si on a plusieurs papas, plusieurs mamans, entre guillemets, eh bien, on peut quelque part avoir une autre relation qui est peut-être moins fusionnelle, mais qui sera beaucoup plus profonde parce qu'elle ne sera pas boostée par un manque. Et beaucoup de gens, du coup, dans la vie, et c'est très très flagrant chez les gens qui ont eu un papa très absent, je dis un papa très absent parce que c'est souvent ça, parce que la maman, elle est quand même là, eh bien, du coup, ils ont extrêmement difficile à aimer, ils ont extrêmement peur, ils sont en perpétuelle recherche de cette fusion. Et le problème, c'est que je sais que beaucoup de gens aiment fusion, mais il faut comprendre que ce besoin de fusion est déjà une espèce de maladie qui vient que, on a cassé ce lien qu'on avait avec nous-mêmes, avec notre intérieur. Et donc, on cherche ce lien à tout prix à l'extérieur. Et vous verrez que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des techniques et tout nouvel âge, où des mouvements vont vous attirer par des bains de foule, par des moments très très intenses au niveau émotionnel, qui vont vous rappeler cette fusion. Et donc beaucoup de gens en fait cherchent absolument ça, cette espèce de sentiment, ce sentiment de fusion. Mais retrouver sa connexion intérieure, ce n'est pas uniquement une sensation, ce n'est pas uniquement un sentiment, c'est se reconnecter avec une partie de nous qui parle, qui avance, qui discute, qui évolue, parce que vous le verrez plus loin, moi je crois vraiment qu'il y a moyen de décider que notre religion c'est l'évolution, et d'évoluer à peu près tous les 7 ans, on transforme une grande partie de soi-même, et chaque fois on recommence une nouvelle vie, et la vie devient de plus en plus extraordinaire. Et donc, cette recherche de fusion, eh bien, on va la retrouver plus tard dans le fait de tomber amoureux. Attention, bien sûr, vive l'amour, vive la relation amoureuse, je trouve que c'est une des plus belles choses, des plus évidentes à vivre sur Terre, n'oubliez pas. Mais on parle de tomber amoureux. Vous savez, quand il y a le fameux Cupidon qui envoie une flèche. Alors déjà, si on apprend tout simplement à lire les mots, Cupidon, eh bien, il est cupide. Et cupide, c'est, comme par hasard, un synonyme de l'avidité. Effectivement, ça explique très bien la chose. Tomber amoureux, c'est une maladie qui est due à une carence de ce qu'on appelle l'amour familial.
vous allez voir plus loin qu'il y a plusieurs types d'amour, c'est ce que les Grecs avaient découvert. Et le premier type d'amour qu'on découvre, c'est l'amour familial, qui a tout à fait sa place. Mais comme on n'est pas sevré d'amour familial, eh bien la plupart des gens, ils vont chercher des partenaires amoureux qui vont d'une manière ou d'une autre nous rappeler la relation qu'on avait avec nos proches, en général papa ou maman, et pour quelque part nous rassurer. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie des relations à névrose complémentaire. Par exemple, quelqu'un qui a eu très très peu son papa et qui va souffrir d'abandonnite, va se mettre par exemple avec un homme qui n'est pas là souvent pour revivre en fait la même chose. Les relations à névrose complémentaire sont importantes à vivre, mais l'idée c'est un jour de passer à autre chose et de comprendre que si on ne choisit qu'avec son émotionnel ses amoureux et ses amoureuses, eh bien on revit perpétuellement la même histoire. Et il y a moyen d'aimer différemment. Il y a 8 manières d'aimer et l'idée c'est d'explorer toutes ces manières d'aimer. Mais beaucoup de gens restent bloqués là, au stade de cet amour à névrose complémentaire. Et c'est pas mal, c'est comme ça, chacun fait ses expériences. Pour bien parler de ce problème donc de continuum, de lien intérieur, j'aime bien l'image suivante. Le petit bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il a ce lien avec sa maman, avec lui-même, bref, pas de problème. Une fois qu'il sort, dans l'idéal, il va quand même garder ce lien avec sa maman, et puis petit à petit, ce lien, il va aller l'attacher à l'extérieur, par exemple au papa. Mais je dirais qu'en général, les enfants gardent ce lien principal avec leurs parents jusqu'à l'âge où ils commencent à avoir des amis. Et puis vous savez, quand on commence à avoir des amis, on le voit, c'est très fort. Tout d'un coup, les amis, c'est la totale. On oublie les parents, on est même gêné parfois de les montrer à nos amis. Et on sent vraiment ce lien, tout d'un coup, hop, ce que j'appelle aussi tenir le bord de la piscine, il va se mettre chez les amis. Mais ce qui est intéressant, c'est que un beau jour, on rencontre un amoureux ou une amoureuse, et hop, tout d'un coup, vous savez, c'est là où il y a quelqu'un qui disparaît de la bande d'amis. Il a rencontré quelqu'un d'un jour à l'autre, on ne le voit plus ou on ne la voit plus. Et puis si c'est fini avec cet amoureux, hop, la personne revient dans la famille ou avec ses amis pour refaire ce lien. Et puis à un moment, le lien principal va se mettre dans le couple. Et puis après, la maman, elle va mettre ce lien principal chez les enfants. Et le problème, c'est qu'après, justement, si on n'a pas fait un bon travail intérieur, après les enfants, c'est les antidépresseurs. Je crois que, je ne sais pas si on connaîtra un jour les chiffres, mais à mon avis, plus de 90-95% des personnes âgées maintenant finissent leur vie sous antidépresseurs. Et franchement, c'est terrible, quoi. Soit. L'exemple que je ne vous ai pas donné par rapport à la famille nucléaire, c'est l'exemple des chats et des chiens. On dit souvent les chiens sont le meilleur ami de l'homme, ils sont hyper présents. Alors, j'adore les chiens, pas de souci. Mais c'est sûr que si vous prenez un chien et qu'il grandit dans une meute, même s'il sera attaché peut-être très fort à vous, il le sera beaucoup moins. Moi, je vois ça. Nous, je vis avec des chats et il y en a certains qui ont grandi, entre guillemets, tout seuls avec nous. Et alors là, effectivement, ils sont très attachés. Et puis, il y a ceux qui ont grandi en meute, en bande, ils sont beaucoup plus autonomes. Ça ne veut pas dire qu'ils les aiment moins. Désolé, mais c'est la même chose avec les enfants. Et c'est là où, effectivement, on touche à un point délicat. Parce que comme la plupart des gens recherchent cette fusion, pour finir, ils vont faire des enfants pour avoir cette fusion. Mais encore une fois, si l'enfant il grandit dans un environnement où il y a plusieurs personnes, et ça peut être par exemple une famille élargie, comme les familles d'antan, où il y a toujours les grands-parents, les oncles, les tantes, du coup, il y aura moins cette recherche de fusion, mais de mon point de vue, l'amour sera beaucoup plus profond et beaucoup plus sincère parce qu'il sera choisi. Quand on n'a pas le choix, on ne peut pas vraiment parler d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. On parle d'attachement, c'est un certain type d'amour. On dit souvent l'amour pour une mère, pour ses enfants est l'amour le plus grand qui existe sur Terre. Je ne suis pas d'accord. C'est un amour fantastique, fabuleux, mais vous allez voir qu'il y a 8 différentes manières d'aimer. Et que c'est ça le gros problème, c'est que la plupart des femmes sont coincées, de par cette religion, à uniquement, à partir d'un certain âge de leur vie, à être maman. Elles en souffrent énormément. Et comme elles en souffrent, l'enfant en souffre aussi.